Bonsoir Monsieur Soral. Vous rendez régulièrement hommage à un philosophe qui s'appelle Lucien Goldman. Si on ne s'éloigne pas trop du sujet, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment il s'insère dans votre pensée, et notamment peut-être vous expliquer le concept de conscience possible et conscience réelle. Je vous remercie. Ouais, ça c'est un petit truc chez lui. Alors, Lucien Goldman, c'est un philosophe sociologue, je le répète d'ailleurs, juif roumain. Hein, donc j'étais ami avec sa veuve Annie Goldman. C'est pour ça que ça me fait marrer quand on me traite d'antisémite, parce qu'en fait moi je suis très en guerre contre des juifs que j'aime pas et très admirateur de juifs que j'admire. Et donc c'est-à-dire Karl Marx, Georg Lukács, Lucien Goldman. Et c'est pas, comment dirais-je, du bricolage a posteriori. Je leur ai dédicacé mes livres, c'est daté quoi. C'est-à-dire vous regardez les Sociologie du dragueur, je le dédie à Lucien Goldman en tant que maître de l'épistémologie génétique. Parce que Goldman c'est à la fois en philosophie un successeur et un adepte de Lukács, qui est un hegeliano-marxiste, ce qu'on appelle l'austro-marxisme, et c'était aussi l'assistant d'un type qu'on oublie un peu aujourd'hui, qui est Jean Piaget, qui est un Suisse, hein, et qui est un spécialiste de la psychologie de l'enfance, et qui est un peu le concurrent d'Henri Vallon, Henri Vallon étant plus marxiste. Tout ça, ça demande d'avoir fait des études sérieuses sur ce qu'on appelle la psychologie marxiste, notamment, ce qui est totalement effacé aujourd'hui au profit du behaviorisme ou du comportementalisme américain, ce qui pour moi est une régression terrible sur le plan de l'idée et de l'analyse. Mais donc, moi j'ai découvert Goldman parce qu'à l'époque j'achetais beaucoup de livres d'occasion chez Gibert et à Saint-Michel, et il y avait les livres de poche de Goldman, et qui étaient notamment sur la sociologie de la littérature, en reprenant les travaux d'ailleurs de L'âme et les formes, théorie du roman de Lukács, et j'avais trouvé ça incroyablement performant, notamment son livre Le Dieu caché, son analyse sociopolitique du jansénisme. Je trouvais ça incroyablement intelligent, quoi, parce que, je veux dire, là-dessus, quand les juifs se mettent à sortir de la pensée talmudique et à se tourner vers la philosophie, faire ce travail qu'ils ont souvent fait au XIXe siècle, ça devient vraiment des mecs hyper performants, comme d'ailleurs Karl Marx, quoi. Je veux dire, moi je me suis jamais remis du génie marxiste, hein, sur un sujet précis qui est critique de l'économie politique, quoi. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme, la bourgeoisie, la dérive de l'accumulation, etc. Toutes les implications sociales, culturelles, pour ne pas employer le mot métaphysique, etc. Donc Lucien Goldman, effectivement, dans sa pensée, il y a aussi l'idée de conscience réelle, conscience possible, qui est un concept assez simple, c'est de dire que la droite et les pessimistes s'appuient sur la conscience réelle, notamment celle du prolétariat, qui est limitée dans sa capacité de conscience, et que quand on est un progressiste authentique, un militant politique, on doit viser la conscience possible, c'est-à-dire par le travail que je fais devant vous, là d'ailleurs, d'essayer l'idée que tout le monde peut comprendre si c'est bien expliqué, et que quand quelqu'un souvent n'a pas compris, c'est qu'il n'a pas eu, là on rejoint la thèse de Sèvres, qui est la psychologie marxiste sur la question de l'emploi du temps, c'est qu'on n'a pas eu le temps de se poser la question, et le temps d'écouter les maîtres ou de lire pour vous aider. Hein, c'est l'idée très progressiste et toujours la mienne, de la philosophie pour les ouvriers de Politzer, ou de la réforme Vallon-Langevin sur l'éducation, qui consistait à dire que si on mettait le temps, n'importe quel être humain, pris sérieusement, pouvait s'élever à des hauteurs intellectuelles, quoi. Voilà, qui est quand même une théorie antiraciste, assez marxiste, bon, peut-être un peu généreuse et idéaliste, mais qui reste quand même profondément la mienne. J'aime pas trop les mecs qui me parlent de QI et de trucs comme ça, et de QI et de théorie raciale, parce qu'en général, ceux qui prennent ce genre de théorie à bras-le-corps sur l'infériorité du QI, de ceci par cela, sont en général les plus cons de leur ethnie. Hein. C'est-à-dire, comme les mecs d'ailleurs qui m'ont parlé du génie juif, c'était toujours des cons du bêtard. J'ai dit, toi, t'aurais pas été prix Nobel, hein, mec. Hein. C'est en général des casseurs de gueule, quoi. C'est toujours pareil. Donc, Lucien Goldman, il faut le lire, c'est-à-dire que il est à la croisée des chemins de la sociologie, de l'économie politique. Il est un marxiste qui a accepté les critiques de Lukács dans Histoire et conscience de classe. Donc évidemment, il faut une formation philosophique pour comprendre. C'est un penseur qui est mort en 70, prématurément d'une opération qui a été ratée, et qu'il mérite d'être redécouvert parce que c'est un des types qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la démarche de l'épistémologie génétique, dont je parle dans mon dernier bouquin, qui est la dialectique comprendre-expliquer, qui est l'idée des cercles de compréhension en inclusion. C'est d'ailleurs, quand je parle de la triple détermination du sujet par le biologico-organique, le psychologico-affectif et l'économico-social, on est dans l'épistémologie génétique. Et malheureusement, je veux dire, c'est un sujet qui ne peut pas être vulgarisé comme ça, il faut lire, quoi. Mais c'est très intéressant parce que c'est une théorie de la connaissance qui permet de remonter du constat immédiat et par la dialectique comprendre-expliquer aux structures de plus en plus fines pour arriver à la fin à l'idée qui est commune à Piaget, et sans doute d'ailleurs aussi à un penseur qui est oublié aujourd'hui, qui est Bachelard,
qui est que quand on remonte à l'origine ultime de tout, on arrive aux mathématiques pures, hein, et que tout le monde est d'une façon ou d'une autre, avec plus ou moins de médiation, des mathématiques appliquées. Ce qui est d'ailleurs, voilà, dans mon dernier livre, voilà, qui explique que certains nous dominent parce qu'ils ont un dieu mathématicien, alors que nous, le processus qui a été le nôtre a été de tuer Dieu par les mathématiques. Voilà. Et ce qui d'ailleurs se retrouve chez les écrivains qui ont beaucoup d'intuition, notamment un auteur autrichien qu'on lit plus du tout aujourd'hui, qui est Robert Musil, qui a écrit un livre très important, puisque c'est un des 3 romans intégrales du XXe siècle, avec La recherche du temps perdu et l'œuvre de Céline, qui s'appelle, comme par hasard, L'homme sans qualité. L'homme sans qualité par rapport effectivement à... C'est Ortega y Gasset, si on veut, c'est le passage de la qualité à la quantité, c'est la modernité. Et qui dit bien que son projet, parce qu'il a d'abord été militaire, puis mathématicien, puis philosophe, c'est un chemin incroyablement intéressant. Il est mort de rupture d'anévrisme en faisant sa gymnastique, c'est marrant, j'aime bien. Et en fait, il disait que son travail, à travers son roman qui s'appelle L'homme sans qualité, est de réconcilier l'âme et la précision. Et ça, c'est très beau parce que c'est exactement, métaphoriquement, le sujet qui me passionne. Comment réconcilier la question de la transcendance qui est au cœur de toutes les religions et ne pas se défaire de l'outil de la modernité qui a permis la maîtrise des techniques qui fait l'admiration du monde entier jusqu'à hier, qui est les mathématiques appliquées. C'est-à-dire comment concilier, comment dirais-je, c'est dans mon dernier livre, c'est sans doute aussi la question du thomisme, l'amour et la raison. Vous voyez, comment ne pas séparer l'amour et la raison. Ce sont des questions très fondamentales, et c'est là qu'on voit les ponts, notamment entre Goleman, entre évidemment Piaget, Lukács, les néo-thomistes français, etc., etc. Et même quand je parle de gauche du travail et de droite des valeurs, ça rejoint aussi ça. Et d'où vient la crise contemporaine ? C'est d'avoir opposé les mathématiques appliquées à l'amour. Hein, c'est-à-dire, si la maîtrise des mathématiques appliquées qui donne cette puissance prométhéenne à l'homme oublie la question du nous, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous la charité, c'est-à-dire le souci de l'autre, on arrive à la monstruosité dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'hubris de certains n'est plus au service du plus grand nombre, mais au service de leur écrasement, de leur mépris et de leur domination. Et là, on passe de Dieu au diable, quoi. C'est pour ça qu'en partant de Lucien Goleman et de l'épistémologie génétique, médiation par médiation, on peut arriver à la question du Christ. Hein. Voilà, et à la question que se posent des types comme pas Alex Jones, comment il s'appelle, le spécialiste du thomisme américain. C'est l'idée de... Jones, non ? Ouais, c'est ça. C'est cette idée, en fait, de quelle est la crise du monde moderne, c'est qu'on a tué l'amour, au lieu de mettre les mathématiques appliquées au service de l'amour et de jamais séparer les deux, on a abandonné l'amour au profit des mathématiques appliquées, ce qui donne une société technicienne, non pas au service du bien de tous, etc., mais une société technicienne monstrueuse, et qui rejoint l'idée de pourquoi les élites mondialistes aujourd'hui sont pédosatanistes. Et d'ailleurs, dans le militantisme LGBT, vous verrez dans les manifs qu'il y a 2 fois le drapeau LGBT avec le Baphomet. Ces gens-là se réclament de Lucifer, hein. Parce qu'effectivement, la société hétérosexuelle traditionnelle, c'est la société qui accompagne le Christ, Dieu, etc., qui pour eux est la religion à détruire à cause, soi-disant, de sa tartufferie, de ce qu'elle a couvert, etc. Et en fait, aujourd'hui, on voit très souvent associer la transgression LGBT et le satanisme. Et là, ça permet de le comprendre. Hein. Voilà. Donc, alors, ma question, en fait, c'est plus une pensée que j'avais. Moi, je me demandais si, en fait, Israël profitait des possibles derniers jours de Biden, en fait, pour accélérer son agenda. Oui, oui, c'est pas faux du tout, puisqu'en fait, les démocrates sont très, très positionnés, très liés à la question israélienne, et que même si Trump professe son pro-israélisme radical, il semblerait que par les décisions économiques et les décisions politiques qu'il a l'intention de prendre et qu'il avait l'intention de prendre, en fait, il nuise beaucoup plus profondément aux intérêts de la communauté juive. Et je le rappelle que Israël n'est jamais que la conséquence de la puissance juive. Sans la puissance juive au sens de la puissance de la diaspora, il n'y a pas des réalités d'Israël. Israël est un État parasite qui vit en fait des prêts militaires et des prêts tout court, non remboursables, que lui octroie en permanence la puissance américaine. Et d'ailleurs, les associations afro-américaines intelligentes font bien remarquer que plus on a donné d'argent à Israël, moins on a donné d'argent pour les crédits sociaux pour les Afro-Américains. C'est quelque chose aussi qu'on constate depuis les années 70, c'est que ces budgets sociaux qui ne vont plus
aux Afro-Américains, ben, ils vont à Israël. Et aujourd'hui, il se passe quelque chose aussi de très important, c'est qu'on a beau détester l'idéologie woke et le LGBTisme, on a constate un truc effaré, mais qui s'explique, c'est qu'ils sont tous pro-palestiniens. Et là, on est sur une espèce de golem, quelque chose de bug dans la matrice, c'est que ce LGBTisme a été créé pour nuire aux Blancs, la cancel culture a été créée pour nuire aux Blancs, et elle vient directement, je dirais, par des fausses médiations de la French Theory, ça vient de l'école de Francfort, hein, si on remonte bien. Et ben finalement, ça se retourne parce qu'en fait, on l'a constaté avec Kenny West et d'autres figures, c'est qu'aujourd'hui, ils ne considèrent plus le juif comme un protecteur des minorités, mais comme le dominant des blancs, le blanc des blancs, celui qui dirige les blancs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a basculé du juif de gauche de l'époque, juif de gauche protecteur des droits civiques, à juif désigné par les descendants des droits civiques, c'est-à-dire la nation of Islam de Farrakhan, si on veut, comme le responsable de leur souffrance aux États-Unis. Et ça donne à un moment donné ces LGBT qui arrivent avec des drapeaux LGBT, là, en se déclarant pro-palestiniens, et même la petite Greta Thunberg, eh ben, elle milite pour la Palestine en ce moment. Ce qui est là, on a l'espèce de bug dans la matrice de gens, effectivement, qui, à force de manipuler tout le monde et de monter tout le monde contre tout le monde, à un moment donné, se prennent un peu les pieds dans le tapis, quoi. C'est-à-dire que ça devient compliqué, et c'est ce qui produit ces effets dévastateurs finaux qui se répètent à travers l'histoire. Je me rappelle que j'avais été condamné par le tribunal parce que j'ai dit que tous les 50 ans, les Juifs rencontraient des problèmes où qu'ils soient et pas quoi qu'ils fassent d'ailleurs, où qu'ils soient, en faisant toujours la même chose et qu'ils auraient se posé la question de leur responsabilité. Je l'avais dit de manière un peu brutale, mais c'était le sens de Bernard Lazare. J'ai pris une grosse condamnation. Et Rav von Chaya dit c'est pas tous les 50 ans, il dit c'est tous les 33 ans. Expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Donc au tribunal, je m'étais excusé en disant que je m'étais trompé sur la périodicité, mais que pour citer un talmudiste émérite qui est le Rav von Chaya, dont j'ai découvert qu'il était non seulement originaire de Lausanne avant d'avoir une yeshiva en Israël, mais qu'il habitait ma rue à Lausanne. J'aurais pu le croiser il y a quelques années, donc c'est assez drôle. D'ailleurs, puisqu'on en est aux anecdotes, je vais vous raconter une petite histoire parce qu'elle est savoureuse. Il y a quelques années, alors je vais dire une dizaine d'années peut-être, une dizaine d'années, je me baladais à Paris au-dessus de la place Clichy parce que j'avais un ami qui tenait un bar-restaurant qui s'appelait le Bistrot des Dames, rue des Dames pour ceux qui connaissent, qui est mort depuis, un camarade à moi. Et je croise dans la rue un petit juif orthodoxe qui me dit « Vous êtes Alain Soral ». J'étais un peu inquiet, puis en même temps, il avait un regard assez chaleureux. Donc je lui dis « Oui, on était sur le trottoir ». Et il me dit je suis un élève de la yeshiva du Rav von Chaya. Je dis ah bon? Et il vous respecte beaucoup, il me dit. Je dis ah, c'est étonnant. Et il me dit tiens, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Le Rav, enfin ça venait de son Rav là, et il m'a dit en numérologie kabbalistique, vous avez le même numéro qu'Adolf Hitler. Et il m'a dit ça avec un sourire radieux. Et donc je l'ai pris pour quelque chose. Je l'ai pris pour un compliment. Et ça, c'est voilà, petite anecdote véridique que je vous livre parce qu'il est 22h43. Voilà, donc c'est-à-dire que le Rav von Chaya se dit au moins Soral n'est pas un con d'antiraciste de gauche, au moins il croit à l'eschatologie, quoi. C'est-à-dire que quelque part, je suis un adversaire respectable. Parce que je crois qu'il n'y a pas un antiraciste de gauche laïque, je pense qu'il n'y a pas plus méprisé par un juif religieux, quoi. Je veux dire, profondément, même s'il lui dit merci camarade de nous aider dans la lutte contre l'antisémitisme, je pense que leur mépris souverain va à ce genre de type. Hein. Donc voilà. Et le Rav, effectivement, il paraît qu'il me respecte. Et d'avoir le même numéro en numérologie kabbaliste qu'Adolf Hitler, il paraît que ce serait un compliment. C'est-à-dire, on ne vous prend pas pour un guignol. Ce qui est sympathique. Mélenchon, fin de la gauche, j'en sais rien. C'est peut-être la renaissance de la gauche. Hein. Moi, je ne joue pas Mélenchon perdant. Hein. Je joue que Mélenchon fait un calcul risqué, qu'on peut dire à la fois doriotiste et gaulliste, de jouer la marginalisation des médias et de la puissance sioniste française pour justement que le peuple français, peut-être auquel il croit encore, ce peuple fondamentalement de gauche, parce que le français est profondément antiraciste, hein, finalement le rallie. La carte qui joue en ce moment, ce n'est pas le vote musulman, c'est la carte du sursaut de la France profonde qui est profondément de gauche.
alors que les autres font un mauvais calcul, parce qu'en fait, ce qui est de droite sioniste en France, ce sont les élites traîtres. On les voit tous se pavaner en ce moment, mais c'est pas... En fait, je dirais que le pro-palestinisme de Mélenchon, c'est la même logique que la France des Gilets jaunes. Hein. Je pense que si vous interrogez les Gilets jaunes, ils sont tous pro-palestiniens. Hein. Je n'imagine pas un Gilet jaune sioniste. Hein. Donc je pense que, contrairement à ce qu'on croit, Mélenchon joue réellement le pouvoir, mais le pouvoir qui se serait émancipé de la tutelle du Grand Orient de France et de la tutelle du CRIF, qui lui a toujours fait jouer les seconds rôles, alors qu'il a une capacité de premier rôle, parce que c'est facile à démontrer. Hein. Si à l'époque, le candidat du Parti socialiste, qui faisait 6%, s'était retiré, c'est lui qui était au deuxième tour face à Macron. Et au deuxième tour face à Macron, lui pouvait gagner, alors que Marine ne pouvait pas. Donc c'est un type qui sent qu'il a le potentiel de jouer les premiers rôles en France, à qui le pouvoir qu'il a créé ne lui fait jouer que les seconds rôles. Donc on est comme un acteur de cinéma qui pense qu'il peut jouer les premiers rôles et qui veut s'émanciper du producteur qu'il cantonne au second rôle. Et pour lui, jouer les premiers rôles aujourd'hui, c'est s'émanciper radicalement de la tutelle du CRIF, du Grand Orient et du sionisme français. Et c'est jouer finalement au-delà du woke et du cancel et du LGBT qui veut lui faire la peau, c'est de jouer la carte 100% gilet jaune pro-Palestine. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un grand politique, contrairement à ce qu'on croit, c'est même le dernier grand politique. Alors que Marine et Bardella sont des petits tapineurs qui simplement rejoignent le pouvoir d'aujourd'hui. Mais le pouvoir d'aujourd'hui est un pouvoir déclinant. Ils n'ont pas mesuré le paramètre russe, parce que c'est pareil, si Mélenchon, à un moment donné, se rapproche du pouvoir par les gilets jaunes et la cause palestinienne, eh ben, il est aussi dans les petits papiers quelque part de Poutine. Il a tout ce passé bidon, mais quand même ce passé de gauche sociale qui fait qu'il peut être très facilement raccordé à la gauche russo-chinoise. Alors que beaucoup plus difficile pour lui serait de rallier les néocons américains et même cette gauche LGBT américaine qui n'est pas du tout sa famille. Lui-même aujourd'hui, dans l'alliance de la NUPES, est un type qui est menacé par les LGBT, les cancels, etc. Incarné d'ailleurs par des gonzesses, hein, par... comment elle s'appelle, Clémentine Autain, etc. Donc la carte que joue en ce moment Mélenchon est une carte stratégiquement intelligente, peut-être même gagnante, et en plus honorable, parce que ça devient vraiment le vrai chef de la vraie gauche. Et je rappelle que la France est un pays de gauche. C'est ce que d'ailleurs comprennent pas des types, on va dire, des identitaires, etc. C'est qu'en fait, la France est un pays de gauche, au sens chrétien laïcisé, on a inventé les droits de l'homme, voilà, on est... majoritairement le français de gauche, et Zemmour d'ailleurs prouve qu'il n'est pas français. Si Zemmour avait un jour été traîné un peu avec le peuple de France, comme moi je l'ai fait dans les salles de boxe, ou aussi en fréquentant des mecs du monde du travail pour des raisons de déclassement, il aurait vu qu'en fait, tu fais pas confondre à un Français de base un extrémiste musulman et son pote avec qui il travaille, qui est parfois d'origine africaine et musulman du quotidien. Parce qu'en fait, Zemmour vit dans le 17e arrondissement, rêve comme le Marcel Proust de cooptation bourgeoise d'élite, c'est le même côté nouveau riche juif, mais il ne connaît pas le peuple de France, il ne le connaît pas. Il confond la France et la bourgeoisie nouveau riche du 17e arrondissement. Et il ne sait pas ce que c'est que la France profonde. La France profonde existe et je vous garantis qu'en fait, Mélenchon, c'est elle qui parle en ce moment. Et je ne pense pas du tout que, contrairement à ce que disent tous les médias, là, qui sont de toute façon des médias menteurs, hein, qui nous ont dit que Trump avait été battu aux élections, que moi j'étais d'ultra-droite, que je sais pas quoi et je sais pas quoi. En fait, Mélenchon joue la carte du pouvoir aujourd'hui. Il s'émancipe pour essayer de jouer la carte du pouvoir. C'est toujours une carte dangereuse. Hein. C'est la carte de Gaulle qui part à Londres pour essayer finalement de gagner sur le long terme sur Pétain, etc. Quoi. Mais je crois que c'est ça. L'autre carte, c'est Geert Wilders, évidemment. Hein. C'est le tapin intégral. C'est-à-dire que Mélenchon, c'est quelque part l'anti-Marine et l'anti-Geert Wilders. Et ce qui est triste, c'est que moi qui suis un anti-mélenchonien radical, je me retrouve aujourd'hui plus proche de Mélenchon que de Marine, quoi, et de Bardella, qui nous a beaucoup déçus. Et on voit très bien que la feuille de route qu'a donnée Main qu'à Marine, c'est Mélanie. Madame Mélanie est rentrée dans le rang. Alors elle fait des mesures symboliques en matière sociétale ou en matière morale que j'aime pas tellement, mais pour le reste, elle n'a en rien bougé le positionnement de l'Italie. Et je crois, de ce point de vue, que la vraie question qu'il faudrait poser à Madame Le Pen, puisqu'elle veut accéder au pouvoir, c'est: acceptez-vous, comme Madame Mélanie, de dire l'Alliance Atlantique est fondamentale, la construction européenne est fondamentale et la politique budgétaire doit demeurer raisonnable? Autant de choses qu'elle ne dit pas. C'est ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a une très grande différence entre Madame Mélanie et Madame Le Pen. Madame Mélanie, à sa manière, est entrée dans le cercle de la raison. Parce qu'elle a compris qu'on ne peut pas
en sortir. Pour l'instant, Madame Le Pen ne l'a pas fait. Minc, qui fait quand même partie de ceux qui ont asservi et détruit la France et ruiné la France hein, avec Attali. Et regardez le parcours économico-politique de Minc, dit bien aujourd'hui que Marine devrait comprendre que son destin, si elle veut accéder au pouvoir, c'est Mélanie. Hein. Voilà, tout est dit en réalité. Hein. Il n'y a pas de tant de difficultés que ça. Il faut avoir la finesse d'écouter et de comprendre, et après le courage de répéter. C'est tout ce que je prétends faire, c'est tout ce que prétend faire dans un autre domaine complémentaire Xavier Poussard. Et je veux dire, de ce point de vue-là, c'est assez clair. Hein.